C'est toujours un réel plaisir de se retrouver avec vous, aimables téléspectateurs, dans le cadre de ce magazine. Ça fait débat, oui. La question reste d'actualité avec le scrutin de 2023. Si le président a été confirmé par la Cour constitutionnelle, la question reste encore posée en ce qui concerne les législatives. Entre-temps, des candidats invalidés par la centrale électorale. Et oui, des candidats qui ont d'ailleurs déposé plainte au niveau du Conseil d'État. Le Conseil qui se dit incompétent pour justement statuer sur cette question. Alors, quel est le sort de ces candidats, mais aussi à quand la publication des législatives en République démocratique du Congo? Et oui, c'est le seul sujet que nous allons aborder aujourd'hui dans ce magazine avec Monsieur Alain Bolodjoa, analyste indépendant. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour madame, je suis président national du parti Levons-nous et Bâtissons et coordonnateur de la nouvelle classe politique de l'opposition. Alors, nous avons également Monsieur Sénat Konga, qui est cadre du parti Ligue des serviteurs et porte-parole du député Ntingi Pololo. Merci beaucoup pour l'invitation. Bienvenue à vous. Merci. Nous avons également du côté UDPS ce cadre de l'UDPS qui est en même temps coordonnateur des communicateurs de l'Union Sacrée, M. Donald Kabassel. Bonjour et bienvenue. Merci Madame Boutella et merci aussi à tous les co-panélistes sur ce plateau. Alors, nous aurons également un quatrième invité qui va nous rejoindre d'ici là. Aujourd'hui encore, le suspense est maintenu au niveau de la centrale électorale. Les législatives traînent encore. Entre-temps, ça va dans tous les sens, disons-le comme ça. Si on parle des invalidés au niveau du Conseil d'État, au niveau des révocations, au niveau du ministère de l'Intérieur, finalement, comment comprendre cette situation au niveau sur les questions d'actualité, M. Alain Bolodjoa? J'aurais souhaité que vous commenciez d'abord par ceux qui sont au pouvoir, parce que ce sont eux qui sont en train de poser des actes. Et nous devions en réalité critiquer leur position, mais qu'à cela ne tienne, je voudrais d'emblée dire que le banditisme électoral que nous venons de vivre n'a rien de bon. Parce que justement, ceux qui ont eu le pouvoir de faire semblant d'organiser des élections avaient effectivement l'intention de tricher. Ils ont eu à préparer leur tricherie, mais avec faible degré d'intelligence. Et tout le monde se rend compte qu'il n'y a rien de substantiel qui peut en sortir. J'étais surpris de voir que la CENI, tout en mettant en place une commission d'enquête, a eu quand même le réflexe de commencer à sanctionner des gens. Et fort malheureusement, même ceux qui ont été sanctionnés n'ont pas su orienter les choses. Parce qu'en réalité, la question devait être posée au niveau de la Cour constitutionnelle. Parce qu'il n'y a que ces juges qui pouvaient statuer sur la question. Je ne vois pas la Cour et le Conseil d'État statuer sur cette question parce que la compétence étant d'attribution, il leur serait difficile d'avoir la substance par rapport à la question. Et fort malheureusement, eux aussi, à leur niveau, n'ont pas su bien donner les orientations. Je ne sais pas. Pourquoi alors la CENI n'a-t-elle pas continué à sanctionner d'autres tricheurs? Parce que apparemment, la trichekédie, si on peut le dire, a été constatée au niveau national. Je prends le cas du Congo central. Il y a eu beaucoup, en tout cas beaucoup de réactions, de gens qui ont eu à distribuer l'argent le même jour. On a eu à corrompre de manière systématique les membres de la CENI. Il y a eu clameur publique, mais on a fait de manière sélective une publication qui a séduit fort malheureusement une catégorie de Congolais, mais je me rends compte que l'UDPS est allié, ou sinon M. Félix Tshisekedi, n'ayant pas la volonté de donner à la République de bonnes élections, il est en train de gâcher, ou sinon de gaspiller l'argent, parce que jusque-là, on n'a pas publié les législatives nationales, alors que les gens attendaient voir qui allait passer. On a eu à citer certaines personnalités, que ce soit au niveau du gouvernement qu'au niveau des autres institutions nationales, et on se rend compte que ces gens-là n'ont pas été pris en charge par la CENI. Eh bien, nous comprenons que l'escroquerie électorale n'a pas su atteindre un grand nombre de public, et nous pensons que cette aventure doit être arrêtée au plus vite.
pour que nous permettions effectivement à l'État d'avoir des institutions stables avec des animateurs pétris des valeurs et non une gouvernance des tricheurs, de menteurs, des gens qui ne sont pas à même de servir la République avec abnégation. Monsieur Kabassel, aujourd'hui, l'attente devient quand même un peu longue au niveau de la centrale électorale en ce qui concerne justement les législatives. On se pose la question finalement, qu'est-ce qui peut occasionner cette attente alors que l'on a été, je dirais, pressé de publier les invalidés? Non, mais écoute, bon, vous permettrez que je n'aborderai pas la question dans le sens le plus partisan, comme l'a fait M. Bolojua, mais on va essayer d'être le plus objectif possible. S'il vous plaît, la CENI prend la décision d'invalider certains candidats pour fraude. Ces gens font des recours juridictionnels. Ça veut dire qu'ils saisissent le Conseil d'État pour la plupart et ils attendaient que le Conseil d'État se prononce. Le Conseil d'État avait été saisi pour obtenir par moment de référé liberté de référé suspension. Ça veut dire que dans la démarche de ces gens qui devraient être protégés par le loi de la République, la CENI ne devrait pas mettre la charrue devant le bœuf pour ne pas permettre aux décisions judiciaires éventuelles qui viendraient à entacher ce que la CENI avait déjà fait comme travail. Donc, ces États s'expliquent, ils ont saisi le Conseil d'État. Le Conseil d'État devrait se prononcer parce que la CENI elle-même avait été mise en cause par ces invalidés. Et donc, c'est logique que la CENI attende, voir qu'est-ce que la justice dira pour que la CENI évolue. Et on ne va pas dire heureusement ou malheureusement, eh bien, le Conseil d'État venait à peine de se prononcer pour dire qu'il était incompétent pour statuer sur ces questions. Alors que le Conseil s'est prononcé après, la décision de révoquer, par exemple, les gouverneurs est venue un peu plus tôt, avant même la décision du Conseil, alors qu'ils étaient présumés innocents. Non, mais c'était une mesure conservatoire pour un gouvernement sérieux, pour des institutions sérieuses. Quand les gens sont cités parce qu'il s'agit d'une fraude aux élections, et que ces gens ont une certaine honorabilité, eh bien, il va de soi du pouvoir public de prendre des mesures qui protègent non seulement les institutions qui sont dirigées par ces gens, mais qui permettent aussi cette sécurité et la continuité de service de l'État. Il y a également des ministres, donc on attendra voir aussi les ministres suspendus aujourd'hui ou demain. Ça veut dire, dans le même feeling, les décisions se prendront à plusieurs niveaux. Et donc, pour revenir, parce que tout de suite là, M. Bolojua a essayé effectivement de faire une tricherie intellectuelle, penser que parce qu'il y a des irrégularités soulevées, c'est qu'il ne peut pas manquer dans une élection. Il le sait très bien, à travers le monde, il y a toujours des irrégularités qu'on peut soulever sur des questions électorales. Vous vous rappellerez, aux États-Unis, même le Capitole avait été investi, envahi par de manifestants qui n'étaient pas d'accord avec un résultat ou un autre. Mais le problème, c'est qu'il ne veut peut-être pas dire, c'est la proportion de ces irrégularités. Parce qu'il laissait, quand on parle loi électorale, quand on parle fraude électorale, quand on parle irrégularité dans une élection, la seule mesure, c'est la proportion que cela peut donner. Je ne sais pas combien de pourcentage il donnerait à celui qu'il soutenait comme candidat président de la République, parce que vous avez vu que cet écart, il a été creusé par le peuple congolais qui a le ras-le-bol de voir ces gens continuer à soutenir le Rwanda, continuer à cracher sur la sécurité du pays, continuer à tromper le pays. La population a tranché en faveur de Félix Tshisekedi. Alors, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas, même dans la proportion des irrégularités soulevées, égaler les candidats Tshisekedi, vous avez vu clairement leur démarche, il faut annuler l'élection. Donc vous n'avez aucun candidat de l'opposition qui prétend avoir gagné l'élection. Ils sont tous conscients qu'ils ont échoué, mais ils disent, même si on a échoué, parce qu'on dit qu'il y a irrégularité, et donc il faut annuler que tout recommence à zéro. Sans dire à la population, c'est même là où ils ne sont pas sincères, qui va diriger le pays après? Où est-ce qu'on trouvera l'argent pour faire ces élections? Ça pourra nous prendre combien de temps? Ça, ils ne le disent pas. Et donc, derrière tout ce qu'ils demandent,
Ils ont besoin d'un dialogue qui va permettre à Tshisekedi de s'asseoir avec eux, de partager des postes de responsabilité, de leur faire occuper certaines fonctions. Et le peuple congolais en a ras-le-bol. Parce que, madame, si ces irrégularités avaient l'ampleur telle que le soulève Bolodjoa, on ne serait pas calme ici à Kinshasa. On ne serait pas calme à l'intérieur du pays. Je vous dis, les résultats sont prononcés. Il fera à peine, je crois, une semaine. Mais écoutez, vous pouvez circuler normalement. Vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. Vous pouvez voyager. La population est calme. Elle est dépassée. Elle ne veut pas entendre ces politiciens qui ne vivent que des critiques, qui ne vivent que des choses qui ne se réalisent pas. Et donc, cette population a pris le cap et la population fait confiance au candidat, on va dire, au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Madame, je finis par là, c'est important. Imaginez-vous qu'on soulève des irrégularités. Depuis que le processus électoral a commencé dans ce pays, vous avez une CENI qui, pour la première fois, sanctionne le fraudeur. Ils l'ont voulu de tous leurs voeux. Ils ont voulu qu'il y ait des sanctions exemplaires. La CENI prend des sanctions d'invalider. Ils reviennent à la charge pour dire, même si on a invalidé, c'est juste une partie. Donc pour eux, il fallait invalider 25 000 candidats pour qu'ils soient à l'aise. Nous allons. Comprenez que c'est deux gens en nous allons revenir à vous aussi, qui ne peuvent pas proposer grand-chose. Pendant ce tour de parole, nous disons bienvenue à M. Olivier Sambaï, qui est enseignant et président du Cercle Axiologique et qui nous a rejoint ici sur ce plateau. Alors, Monsieur Sénat, vous êtes également de l'Union Sacrée, mais vous ne partagez pas cet avis parce que vous semblez penser... Vous semblez être de ceux qui pensent que, justement, la centrale électorale n'avait pas ce pouvoir d'invalider les candidats. Tout à fait. Et donc, par rapport au processus électoral, la CENI a fait son travail. Comme je le dis toujours, toute œuvre humaine est toujours imparfaite. Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses parfaites. Et donc, la CENI, dans le processus électoral, il y a quand même certaines erreurs, certaines fautes de la part de la CENI, mais cela ne peut pas entacher tout le processus électoral. Donc, coup de chapeau à la CENI par rapport à l'organisation des élections, parce que la CENI a montré quand même son engagement patriotique. Et donc, là où nous ne sommes pas d'accord, c'est comme vous avez dit, c'est au niveau de l'annulation des suffrages de certains candidats députés nationaux. La CENI n'a pas cette compétence-là, parce que comme nous disons toujours en droit public, la compétence est d'attribution. Quelles sont les attributions de la CENI? Mais il faut interroger la loi électorale. L'article 9 de la loi électorale dit ceci. La CENI a pour mission d'organiser en toute indépendance, neutralité et impartialité des scrutins libres, démocratiques et transparents. À cet effet, elle exerce les attributions ci-après. Organiser et gérer les opérations préélectorales, électorales et référendaires, notamment l'identification et l'enrôlement des électeurs, l'établissement et la publication des listes électorales, le vote, le dépouillement, la centralisation et l'annonce des résultats provisoires. Transmettre les résultats provisoires à la juridiction compétente pour proclamation des résultats définitifs. Nulle part dans ces attributions, la loi confère à la CENI, excusez-moi pour la tautologie, les attributions dans le sens de sanctionner les députés nationaux. Où est-ce que la CENI a trouvé cette compétence? Mais la CENI évoque 3 dispositions. L'article 29 de la loi électorale, l'article 31 et l'article 30 et 31. Nulle part dans ces articles, dans ces dispositions, la loi, cette même loi, donne à la CENI la possibilité, les attributions de sanctionner les députés nationaux. Et donc, pour nous, dans la Ligue des serviteurs, parti cher l'honorable Tingui Pouloulou, nous sommes d'accord avec la démarche de la CENI. Cette volonté-là de vouloir sanctionner les fraudeurs, oui, c'est bien, mais quand même, il faut respecter la loi. Les attributions de la CENI n'est pas de sanctionner les députés. Ça, c'est le rôle du juge électoral. Alors, quelle aurait été la démarche si la CENI n'allait pas sanctionner? Même quand il s'agit de flagrance, par exemple. Oui. La CENI ne peut pas sanctionner. Comme je le dis toujours, en droit public, la compétence est d'attribution. En droit public, tout le monde est incompétent. Vous devenez compétent que lorsque la loi vous confère celle-ci.
Et donc la CENI, aucune loi n'a conféré à la CENI le pouvoir de sanctionner les députés nationaux, d'annuler le suffrage des députés nationaux. Non, ce que la CENI devait faire, c'était quoi? La CENI devait réunir tous les éléments, selon l'article 33 de la loi électorale, qui dit à la CENI de réunir tous les éléments afin de saisir le juge compétent. Je vais vous lire l'article 33 rapidement. L'article 33 dit ceci. En cas de recours porté devant la juridiction compétente pour connaître des contentieux électoraux et référendums, la CENI apporte au juge tous les éléments d'information dont elle dispose, accompagner éventuellement des observations qu'elle souhaite formuler relativement aux faits évoqués dans le recours et de ses appréciations quant à l'application des dispositions légales en vigueur. Mais là, il s'agit de recours. Dans ce cas échéant, ça veut dire ce n'est pas de recours. Donc ça veut dire on n'est pas encore à l'étape des contentieux électoraux. À ce niveau, c'est la CENI qui se plaint. C'est la CENI qui est victime de fraude et de... La CENI devait faire quoi? La CENI devait publier les gens qui ont été élus. Saisir la Cour constitutionnelle pour le cas des députés nationaux. Comment publier alors, par exemple, qu'il y a bourrage de urnes? Mais ce n'est pas de la compétence de la CENI. La CENI n'est pas un juge électoral. Ce n'est pas de sa compétence de qualifier même les infractions de corruption. Et même si la CENI aurait cette compétence-là, je m'imagine une hypothèse où la CENI serait compétente, mais elle aurait violé la Constitution, son article 19, le droit à la défense. Même les textes internationaux révèlent tout cela. Vous lisez la Déclaration universelle des droits de l'homme, en son article 7 et 11. Vous lisez la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, l'article 10. Vous lisez la Charte africaine des élections et démocratie, comment on appelle, signée en 2007 plutôt. Vous allez retrouver que dans tous ces textes internationaux, on garantit le droit à la défense. Et si je parle dans l'hypothèse où la CENI serait même compétente, même si la CENI serait compétente, elle aurait violé les dispositions, violé la Constitution, son article 19. Et c'est que les gens oublient aussi. Il y a l'article 61 de la Constitution qui pose un grand principe en disant que, en aucun cas, et même lorsque l'état de siège ou d'urgence aura été proclamé conformément à la Constitution, on ne peut déroger aux droits fondamentaux ci-après. On parle du droit à la vie et au 5e point, on parle du droit à la défense. La Constitution dit en aucun cas, n'est-ce pas le fait d'invalider les candidats sans les entendre, sans moyen de défense, est un cas, oui. Et la Constitution dit en aucun cas on peut porter atteinte à ces droits fondamentaux ci-après, notamment le droit à la défense. Et donc la CENI, même si elle serait compétente, elle aurait violé toujours la Constitution. Et pour nous, officiellement, la CENI n'est pas compétente pour annuler le suffrage des députés nationaux, notamment le cas de l'honorable Tsing Polo. Pourquoi? Parce que la CENI n'a pas cette compétence-là en droit. La compétence est d'attribution, et je vous ai dit, là où la CENI tire ses compétences, c'est dans l'article 9 de la loi électorale. Nulle part on confère à la CENI le pouvoir de sanctionner ou soit d'annuler les suffrages des députés. Monsieur Sambaye, aujourd'hui, non seulement qu'il y a eu élection, on attend les résultats, il y a les invalidés, avec conséquence, il y a des révocations, on a entendu, oui, les gouverneurs sont révoqués. On se dit, comment arriver à remettre toutes ces actions dans la logique? Parce qu'évidemment, les invalidés voudraient bien comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau de la centrale électorale. En nos 10 mots, est-ce qu'il y a des preuves au niveau de la fraude? Qu'est-ce qui a justifié cela? Parce que, justement, quand on écoute aussi certains invalidés, ils se disent, nous sommes surpris de savoir qu'on nous dit qu'on a fraudé. Qu'on arrive quand même à nous prouver aussi qu'on a fraudé. C'est aussi de leur droit. Bien. C'est tout ça le problème que nous avons dans notre pays. Vous savez, les politiques, quand ils accèdent aux fonctions publiques, aux affaires publiques, ils ont tendance à travailler pour leurs propres intérêts. À ce stade, il y a les draps qui seront tiraillés, hein,
Les uns chercheraient à tirer les droits de leur côté, les autres chercheront à tirer également les droits de leur côté. Et on va faire une sorte d'interprétation à la manière religieuse, où les ecclésiastiques interprètent la Bible, les mêmes versets à leur manière. D'une part, on aurait les acteurs politiques qui tailleraient la loi électorale sur mesure pour justifier le fait qu'ils ne soient pas victimes d'un acte d'annulation des votes. D'autre part, il y a des acteurs politiques qui encourageraient la CENI pour dire voilà, vous avez eu raison de le faire comme tel. Mais les textes doivent parler d'elles-mêmes. Les textes doivent parler d'eux-mêmes et c'est vrai. Alors, ce qu'on doit comprendre, c'est que l'annulation des certains suffrages de certains candidats députés nationaux, la question fondamentale qu'on devait se poser serait celle de savoir pourquoi, le 31 décembre, Denis Kadima publiait les résultats pour 64 bureaux plutôt que 75. On n'est pas revenu sur cette question. Et je n'ai pas suivi un débat autour de la question. C'est ça le point de départ. 75 000 bureaux qui devraient fonctionner, 73 000 ayant fonctionné, nous n'avons tenu compte que de 64 000, et les résultats de 64 300 quelques bureaux. Alors vous allez vous rendre compte que c'est une affaire de 10 700 bureaux de vote dont les résultats ne seraient pas comptabilisés. Denis Kadima n'avait rien commenté là-dessus. Pourquoi? Est-ce que les 11 000 et 10 700 bureaux, les suffrages ne seraient pas comptabilisés? Parce que j'ai encore réécouté hier et ce matin la partie où il justifiait, où il évoquait 64 000 bureaux, mais sans justifier pourquoi les autres résultats ne seraient pas pris en compte. Alors, lorsqu'on analyse froidement, nous allons nous rendre compte qu'un DEV, un dispositif électronique de vote, vaut un bureau de vote par rapport à l'organisation de ces élections. Donc, vous avez un centre où il y aura 5 bureaux de vote, c'est-à-dire il y aura 5, comme on l'appelle communément, 5 machines à voter. Alors, lorsque nous avons suivi beaucoup de bureaux, vous arrivez au centre, il y a 3 machines seulement, 3 bureaux qui ont ouvert, 2 qui n'ont pas fonctionné pour des raisons qui étaient évoquées le 20 décembre et les jours qui ont suivi, soit ce n'est pas encore arrivé, soit c'est en retard, etc. Et quelques jours après, on retrouve ça entre les mains de certains candidats. Donc, vous allez vous rendre compte que c'est une hypothèse, les résultats non pris en compte par la CENI seraient les résultats des machines qui n'étaient pas au centre de vote ces jours-là. C'est une hypothèse. Parce qu'il y a plus de 10 000 machines qui devaient fonctionner, qui ont fonctionné, parce que sur 75, il y a 73 000, mais on n'a pas tenu compte de ces résultats. Il était peut-être un tout petit peu diplomate pour ne pas déjà attiser le feu le jour-là, en n'évoquant pas les raisons valables pour lesquelles il ne tiendrait pas en compte les plus de 9 000 bureaux de vote, parce qu'une machine équivaudrait à un bureau de vote. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il publie les résultats. Lui-même, Denis Kadima nous disait exactement que c'est très difficile à tricher avec la machine à voter. MEOE, Senko, MOE, ils ont dit la même chose. Centre Carter, d'où émane Denis Kadima, avec son rapport qui était très éloquent, félicitant Denis Kadima dans son organisation, disait aussi que c'était difficile de tricher avec la machine à voter. Alors, lorsqu'on fait les recherches, on questionne la CENI de façon, en tout cas, libre, on apprend que chaque DEV avait un GPS pour localiser les déplacements ainsi que les mouvements. Et ce système-là fonctionne de telle sorte que lorsque vous allumez la machine, on sait directement localiser. Cela sous-entend que chaque centre avait des machines avec DEV, avec une certaine cartographie, en sachant que les centres Malemankulu, circonscription X, il y a 5 machines et les 5 machines, on a mis GPS. Donc, dans cette occurrence, la CENI aurait la possibilité de localiser les mouvements des machines. Posons-nous la question, comment est-on arrivé à détecter que la machine se trouve au 5e étage de cette école qui n'était pas appelée à être centre de vote? C'est ça la question qu'on peut aussi se poser. Alors, lorsqu'on analyse les choses de cette façon-là, nous allons nous rendre compte que la CENI n'a pas clarifié la communication autour de la non prise en compte des 64 000 bureaux de vote. Et ce qui pourrait justifier le fait que nous assistions à l'annulation des votes. Avant de dire quelque chose sur la question sous examen,
Nous avons suivi, bon, je ne sais pas comment qualifier sa fonction, mais M. Olengankoy, sa fonction, c'est hybride. Nous sommes passés, nous sommes encore de la SENCO, si ça tient toujours afin qu'il soit toujours appelé comme un coordonnateur. Il a dit qu'il y aurait environ 11 000 machines à voter qui seraient entre les mains des gens les jours des élections. Mais quand on fait la comparaison, on se rend compte que les chiffres avoisinent les nombres de bureaux non pris en compte par la CENI. Alors, revenons maintenant sur les résultats annulés. La loi électorale donne à la CENI la possibilité, malheureusement, j'ai perdu les coordonnées autour de l'article parce que nous l'avons évoqué une fois ici avec Luidor, avec Mopili, nous l'avons évoqué, ainsi que M. Mouchagaloucha. Malheureusement, j'ai perdu il y a quelques coordonnées, il n'y a plus d'articles, on va y revenir. Alors, lorsque les résultats, le chiffrage est organisé, la CENI a le pouvoir qui lui est conféré par la loi électorale d'annuler les résultats d'une circonscription donnée en cas de fraude. Parce que qui détecte la fraude électorale, au cas où ce n'est pas déclaré par les candidats, au cas où ce n'est pas déclaré par la population, c'est la CENI elle-même qui constate la fraude, qui peut annuler les résultats d'une circonscription, et on donne à la CENI même l'autorisation d'organiser les élections 60 jours après. Pour les scrutins des législatives, je pense qu'on va revenir avec beaucoup plus de pression sur les lois qui évoquent ça à la lettre. Alors, la CENI constate avec les dispositifs vraiment très sophistiqués qu'il y a eu exactement fraude. Que devait-elle faire si ce n'est que appliquer la loi électorale? Encore faudra-t-il lire les communiqués. La CENI a évoqué les articles qui lui ont conféré le pouvoir d'annuler les résultats. Comme je l'ai dit ici, parce qu'on fait la politique pour des intérêts vraiment personnels, on chercherait à faire comme dans les domaines ecclésiastiques, traduire certains versets pour justifier sa dépendance politique ou pour justifier ses propres intérêts. Aussi, en ce qui concerne l'annulation, certains disent qu'il fallait aussi annuler les élections présidentielles. Exactement. Nous oublions que la présidentielle n'a qu'une seule circonscription, c'est le territoire national. Alors que la CENI, la loi électorale, prévoit l'annulation partielle ou totale. Parce que c'est ce qui est dit dans cet article. L'annulation partielle ou totale. L'annulation partielle lorsque la fraude est constatée dans quelques bureaux ou quelques centres. L'annulation totale, c'est lorsque ça prend toute la circonscription. Alors, parlons des élections, parce que j'aimerais assez qu'on soit un tout petit peu élégant lorsqu'on parle des affaires publiques, lorsqu'on fait l'analyse politique, même lorsqu'on est dans les affaires politiques, mais qu'on soit beaucoup plus élégant. Mais justement, si on veut justement suspendre, puisqu'on a pris ou révoqué, la peine de révoquer quand même les gouverneurs, pourquoi ne pas continuer par exemple avec les ministres? Là, c'est la question... C'est-à-dire, ça devrait être quand même une décision assez... La révocation des ministres, mais c'est connu, la Constitution est claire. Un ministre, quand il a investi ses fonctions pour qu'il soit révoqué, il y a toute une procédure. Vous comprenez? Alors, le bureau de l'Assemblée provinciale existe. Les ministres en fonction existent. Qui peut révoquer un ministre? C'est connu, soit sur décision, le président de la République. Nous l'avons vu avec Nzanga Mobutu qui a été révoqué par le président Joseph Kabila, qui peut prendre la décision sans consulter l'Assemblée nationale, ou carrément un député motion de défiance, et puis les députés, les ministres est révoqué. Il y a toute une procédure. Alors on ne sait pas, aujourd'hui on va lire, on va écouter, suivre plutôt les rapports ou les comptes rendus du Conseil des ministres. Je ne sais pas s'il y a eu aujourd'hui les Conseils des ministres. On pourra nous expliquer c'est que les chefs du gouvernement, parce que les ministres exécutent le programme du chef du gouvernement, et ils disent toujours les chefs de l'État, alors que lui-même, je pense qu'il avait l'information qu'il y aurait certains membres de son gouvernement qui seraient impliqués. Il l'a dit avant la CENI, que les membres du gouvernement qui sont dans la fraude, il ne va pas travailler avec eux. On attend qu'ils prennent des décisions par rapport à ces invalidations. Monsieur Bolodjoa, c'est cette situation qui
qui en même temps réjouit et inquiète aussi quand même certains candidats et l'opinion d'ailleurs qui se dit finalement on va aller où, parce que ce silence également de la centrale électorale permet aux gens de supputer, de se créer d'autres informations qui se disent finalement est-ce qu'il ne serait pas judicieux quand même de publier le plus tôt possible pour permettre à la population également, à ceux qui veulent aller dans le cas des contentieux électoraux pour justement permettre avant l'investiture du chef de l'État. Madame, ne soyez pas pressée de soutenir la démarche de Kadima et consorts. Parce que justement, ils sont en train de vous conditionner à considérer qu'il y a eu effectivement élection. L'essentiel des Congolais n'ont pas eu la possibilité de voter. Parce que justement, l'affichage de listes des électeurs n'a pas été fait de manière à faciliter le vote. Il y a eu beaucoup de Congolais qui n'ont pas voté. Les données telles que présentées par M. Kadima ne sont pas des données vraies. Ce sont des données qui résultent d'un vote à domicile. Des gens ont voté dans leur maison. Ils ont eu à distribuer les machines à leurs militants. Et lorsque vous parlez de la fameuse liste de 82 personnes, la liste devait en réalité être longue. Parce que même ce que notre concitoyen vient de dire en termes de la répartition géographique de machines, l'installation du logiciel, tout ça, ça demande l'assistance d'un outil. Ce n'est pas tout le monde qui peut activer cette machine. Parce qu'il ne faut pas confondre la machine donc, ça a été fait en complicité. Ça a été fait en complicité avec les agents de la CENI. Mais ce qui est surprenant, jusque-là, aucun agent n'a été sanctionné. Et ce qui est surprenant, le pouvoir en place est très joyeux de voir que M. Félix Tshisekedi aurait obtenu beaucoup de voix. On ne s'est pas certifié si ces éléments-là d'information, qui constituent aujourd'hui la base de leur raisonnement, sont vrais. Parce que l'essentiel des Congolais n'ont pas voté. Alors, je suis quand même surpris de voir qu'il y a de ceux qui pensent qu'on doit féliciter la CENI du fait d'avoir abattu un grand travail et en même temps condamner la CENI le fait d'avoir pris une mauvaise décision. Mais il y en a autant. De mauvaises décisions, il y en a légion, madame. La décision sur la sélection des agents qui devaient y travailler était une mauvaise décision parce qu'il y a plus de recommandés. La formation n'a pas suivi. Le déploiement n'a pas tenu compte de certaines réalités. L'utilisation des machines, la sécurisation du vote. Tout ça, ce sont des décisions qui ont conduit inéluctablement à avoir ces doutes-là par rapport à la qualité des élections. Alors, si vous demandez à Kadima de publier les résultats, il va vous publier quels résultats, madame? Je ne sais pas. Qui a la précision sur les résultats de bureaux de compilation province par province? Sur base de quoi M. Kadima est-il arrivé à publier Félix Tshisekedi avec plus de 13 millions de voix? Qu'a-t-il utilisé? Est-ce les données électroniques ou le comptage manuel? Mais ce comptage manuel que vous évoquez, qui a bourrage des urnes et finalement, si on doit considérer cela... Madame, il peut y avoir bourrage, mais le bourrage n'aura pas plus d'effet que si on considérait les données électroniques. Parce qu'il y a de ceux qui ont été attrapés avec des bulletins de vote, ils n'ont pas su bourrer les urnes. Mais ceux qui ont utilisé la machine, si la matige est connectée à un serveur, toutes les données de la machine sont déjà dans le serveur. Mais toutes les données de bulletins ne sont pas arrivées là-bas. Les gens ne veulent pas voir ce qui s'est passé. Alors, le raisonnement de nos amis du pouvoir, ils considèrent que si on attrapait un élève ou 10 élèves dans une salle de classe, on ne peut pas annuler l'examen. Vous savez, j'ai l'avantage d'avoir fait une université pédagogique. J'ai l'avantage d'être enseignant de formation. Lorsque l'examinateur trouve que ces questionnaires sont déjà dans la salle, même si il trouvait qu'un seul élève, il annule l'examen. Nous sommes tous passés par l'école. Ne me dites pas que lorsque vous trouvez un examinateur avec ses enfants qui sont élèves dans la salle, il donne les questionnaires à ses élèves, à ses enfants,
qui sont aussi en même temps ses élèves. L'inspecteur arrive, il trouve qu'il y a des enfants qui trichent. Et il dit non, voilà, l'examinateur a bien fait son travail, mais ce sont les élèves. On a lu juste les examens de l'élève. Ce n'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Ils doivent trouver un autre exemple. Cet exemple-là ne tient pas. L'examinateur fait partie des fraudeurs. L'examinateur a usé de son influence pour permettre à ses enfants d'avoir des points qu'ils ne méritent pas. C'est Kadima qui a donné la possibilité à tous ces détenteurs de machines d'en avoir. Parce que si vous prenez le procédé pour activer une machine, en tout cas, si vous n'êtes pas initié, vous ne pouvez pas le faire. La machine elle-même n'a pas de problème. Il faut installer le logiciel pour ouvrir la machine. Il y a des codes qui sont exigés pour que la machine soit activée. Il faut installer dans la machine le fichier avec le clé USB. Le fichier pour tous les candidats qui vont compétir. Parce que si vous prenez la clé de Ingende de chez moi, vous voulez utiliser Abiko, ça ne marche pas. Parce que le nombre de candidats et la numérotation n'est pas la même. On vous dit que la fraude a été systémique et voulue par M. Félix Tshisekedi. La précipitation avec laquelle ils ont eu à publier M. Félix Tshisekedi. Madame, dites-moi, lorsque vous êtes gestionnaire, vous trouvez qu'il y a des couacs dans la fonctionnalité de votre institution. Vous initiez une commission d'enquête. En réalité, en homme raisonné et rationnel, on attend le rapport final de la commission d'enquête. C'est sur base de ces rapports que l'on devait en réalité sanctionner. On a sanctionné Tingi. Je prends le cas de notre ami qui est en face. Vous savez ce qui s'est dit au niveau de la cité? Justement parce que c'est son école est centre. Madame, soyons sérieux. Tingi, c'est un homme connu. Le nom de son école correspond au nom de la personne. C'est-à-dire qu'en réalité, la CNI était supposée savoir que Tingi est candidat. Vous avez validé son école. Vous avez vous-même sélectionné le membre de son cabinet, de son école, comme le gestionnaire du processus électoral. Et à la fin, vous dites, non, voilà comment son école peut être un centre. Soyons sérieux. C'est-à-dire que le fait seulement que nos amis en face n'ont pas l'intelligence nécessaire pour mentir, ils sont en train de faire de colmatage. On sanctionne 82 personnes. Il faut voir la précipitation avec laquelle on a eu à traiter le dossier Kinshasa. Et dans la présentation, qu'est-ce qu'on nous dit? Non, voilà, la ville est mal gérée. Non, nous sommes en train de parler processus électoral. Rien à voir avec sa gestion. Parce que si on doit le sanctionner en tant que gestionnaire, l'Assemblée provinciale est mieux outillée que la CENI. Nous sommes en train de parler processus électoral. Est-ce qu'ils ont des preuves que ces fameux gouverneurs auraient triché? Si oui, alors pourquoi le gouvernement s'est précipité à sanctionner, à lever la justice a demandé la levée des immunités? On a fait ça avec précipitation et personne ne se pose la question si l'Assemblée provinciale avait le droit de siéger. Et il n'y a pas que lui. Au niveau, par exemple, de l'Équateur, l'Assemblée n'a pas siégé, l'Assemblée provinciale n'a pas siégé, ou encore au niveau de la Mongala, l'Assemblée nationale n'a pas. Madame, attention, il y a une nuance que vous devez tous intégrer. L'Assemblée provinciale de l'Équateur, le bureau de l'Assemblée provinciale de l'Équateur a le droit de statuer sur la question parce que l'Assemblée, bien que la plénière est fermée, justement, est-ce que les bureaux ont siégé? Non, mais si le bureau n'a pas siégé, c'est ce que moi j'appelle le banditisme institutionnalisé. Le bureau n'a pas siégé. Alors qui a levé les immunités, madame? N'a pas siégé. Parce que le cas de Kinshasa, qui ne sait pas qu'il y a un ministre, le ministre en charge de l'Intérieur, a eu à suspendre toute activité du bureau de l'Assemblée provinciale. Sur base de quoi sont-ils arrivés à statuer sur la question? C'est-à-dire que vous comprenez, madame, il y a une volonté de cacher la vraie vérité. Le degré de la fraude qui corrompt la présence de M. Félix Tshisekedi. Et puis deuxièmement, on veut maintenant nous faire du sensationnel. Voilà, on doit sanctionner tel. Parce que si on les sanctionne, ça va donner une telle impression. Non, on a cité le ministre en charge de l'Intérieur, parmi les personnes incriminées. On a cité le secrétaire général de l'UDPS. Oui. Mais la clameur publique est là. Ils ne sont pas sanctionnés. Moi, j'ai pensé qu'on allait élargir la liste.
On ne va pas considérer les autres comme de boucs émissaires et protéger les vrais fraudeurs. Donc moi, en conclusion, je voudrais dire à notre ami de l'UDPS, au-delà du mangeoire, ou au-delà de ce que vous tirez comme opportunité, sachez-le très bien, notre société doit se baser sur des valeurs. Parce qu'au regard de ce qu'il y a, apparemment, l'immoralité peut atteindre son paroxysme, mais tant qu'on se retrouve, on s'en fout. Ce que nous sommes là en train de parler, nous sommes en train de parler de la fonctionnalité de l'État, des animateurs des institutions, des gens qui doivent gouverner sur notre destinée. Et nous nous rendons compte que l'essentiel d'entre eux sont des tricheurs. À l'Équateur, on a cité Guy Luando. Personne n'en parle. À l'Équateur, à Tchouapa, on a cité Guy Luando. Personne n'en parle. À Mongala, on a cité Liaou. Personne n'en parle. Ici à Kinshasa, on a cité Peter Kazadi. Personne n'en parle. Mais si vous prenez la cartographie, l'essentiel d'entre eux ont été les chargés de campagne de M. Félix Sekedi. C'est-à-dire que tous ont triché. Mais Félix Sekedi n'est pas inquiété. Mais pour les autres candidats, en conclusion, pour les autres candidats, on trouve une machine auprès de quelqu'un qui battrait campagne pour un candidat, on sanctionne les candidats. Mais pour Félix Sekedi, on trouve des gens qui sont chargés de battre campagne pour lui. On ne les sanctionne pas. C'est-à-dire que M. Félix Sekedi amène l'immoralité dans la gouvernance et il doit s'entendre à ce que les autres réagissent. Voilà. M. Daniel Kabasele, finalement, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas règlement de compte dans cette affaire dans le volet politique? Non, parce que quand on parle des résultats, on parle de la publication des résultats, mais on sent quand même que c'était prévisible. On prendrait l'exemple du cas Ngobila ici à Kinshasa. Tous savaient que ça allait finir par là. Et finalement, c'est arrivé. Je vous dis qu'il n'y a pas de chasse à l'homme. Moi, je pense que nous devons intégrer, comme on le dit tout à l'heure, des notions en tant que des hommes d'État. Parce qu'au-delà de nos partis politiques, de nos regroupements, on doit quand même être tous ensemble d'accord que quand il y a une fraude, il y a une sanction. Oui, on admet qu'il y a des irrégularités. La CENI sanctionne. On fait un débat. Non, pourquoi elle a sanctionné? Pourquoi elle a sanctionné telle et pas telle? Et vous parlez de la clameur publique. Commençons par là. On a cité Peter Kazadi et Augustin Kabouya. Vous dites que c'est la clameur publique. Mais vous mentez. C'est un candidat invalidé qui serait en train de parler à ses collègues en indexant Peter Kazadi et Augustin Kabouya. Comme si Peter Kazadi et Augustin Kabouya faisaient partie de la CENI qui avait invalidé ce monsieur. Le monsieur est revenu à la charge pour dire qu'il avait été manipulé, pour créer une cacophonie, une confusion. Comment vous diriez-vous, vous êtes des hommes d'État, qu'on tienne compte de propos de quelqu'un d'abord invalidé, parce qu'il a fraudé, et qui n'a donné aucune preuve de toutes les allégations qu'il a dites? Ça, c'est un. De deux. Vous dites que le bureau de l'Assemblée provinciale ne pouvait pas siéger parce que le ministre de l'Intérieur aurait interdit. Non. C'est aussi mal connaître les institutions. La décision du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, c'était une décision de suspendre les plénières. Oh. S'il vous plaît, c'est très important, la nuance, elle va t'aider. Mais quand on suspend le plénière, le bureau travaille. Peut-être vous ne savez pas. Le bureau fonctionne et c'est prévu dans le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale. Donc, le plénière peut être suspendu, cela n'empêche pas le bureau de prendre des décisions. Pour mon ami de Tingui Pouloulou, cher ami, en fait, la confusion que vous faites, c'est quoi? Vous cherchez la compétence de la CENI dans la loi électorale. C'est ça votre problème. Vous avez parlé de la loi électorale qui définit qu'est-ce qu'il y a et tout. Non. La CENI, elle est régentée par la loi organique qui l'organise, qui organise son fonctionnement et qui organise son organisation. Là, vous n'avez qu'à lire dans cette loi organique les dispositions des articles 29 qui permettent à la CENI de délibérer sur toutes les questions qui entrent dans son domaine d'action. Il est même prévu dans cette loi
que la CENI peut aussi être saisie des violations de règlements ou de lois en matière électorale. Donc la CENI peut être saisie. Il est même prévu, c'est d'ailleurs, ça va t'étonner parce que vous avez l'impression que la CENI n'a aucune compétence. Il lui est même permis, la CENI, de définir les types, on va dire, d'infractions ou de faits, de clarifier, de dire, tel a fraudé, il a pris telle machine, il a fait ceci, il a fait cela. Donc, au nom de cette disposition, des articles 29, 30, 31, vous pouvez d'ailleurs lire même 32, parce que les actes que le membre de la CENI pose, ces membres de la CENI sont aussi poursuivables selon le droit commun. Et ce qu'ils posent comme acte peut effectivement être contesté devant des juridictions de droit commun. Donc, la CENI, vous pouvez le savoir, elle a la compétence, dans ces cas précis, où il y a de fraude, de constater qu'il y a fraude et de prendre des sanctions. Votre problème, c'est lequel? Vous n'avez pas su où est-ce que vous pouviez vous plaindre. C'est maintenant là que vous devriez, en tant que des juristes, réfléchir ou carrément demander, il y a toujours des aides qu'on peut se donner, consulter. On pouvait, peut-être, d'autres personnes pouvaient vous dire, selon la procédure, il fallait saisir telle ou telle juridiction. Ça, c'est très important de les signifier. Je n'entre pas dans le débat qui consiste à discréditer le processus pour dire, eh bien, chacun avait sa machine, chacun avait ses... Non, on parle de 75 000 bureaux. Mon frère pose la question, mais pourquoi on parle de 64 000 bureaux? Ben parce qu'on oublie que dans tous les 75 bureaux, eh ben, on attendait 500 députés nationaux. Et vous n'êtes pas sans ignorer qu'à Rutshuru, Matsisi et les autres, le vote ne se sont pas passés. Et il y a effectivement d'autres zones, suite aux intempéries, la CENI l'a expliqué, suite aux faits, aux catastrophes, je ne sais pas, naturelles ou quoi que ce soit, et la CENI était claire et prolixe dans son rapport. Et donc, même si on prenait la proportion de ces bureaux qui n'ont pas été considérés, un calcul simple ne peut pas permettre, à ce qu'on redoute le pourcentage. Alors on va permettre également donné au président de la République. Je finis par là. Rapidement parce qu'on doit se tenir compte du temps. Ceux qui disent qu'il y a fraude, tout ce qu'ils savent dire, c'est que Tshisekedi a volé, Tshisekedi a fraudé. Mais dites vous-même, vous avez quoi? Parce que vous avez... Monsieur Kabasele, s'il vous plaît, si on doit parler en termes de pourcentage, quand on regarde la liste des personnes citées dans la fraude électorale, la majorité, c'est l'Union sacrée. Ben, je peux vous répondre, madame. Nous avons plus de 25 000 candidats qui ont effectivement battu campagne et qui attendaient d'être votés. Il y en a 82 candidats sur le 25 000. Vous pouvez étudier la proportion et vous vous ferez une idée qu'il n'y a pas grand-chose en termes de pourcentage. Ça représente d'ailleurs 0, quelque chose de pourcentage. Donc, ça n'avait pas la nature d'entacher le résultat. Et donc, comme il n'y a pas quelqu'un, parce que c'est aussi ça, le droit électoral, c'est aussi le droit de la sincérité du vote. Vous avez voté qui? Depuis qu'il est là, Bolodjoa, qu'il vous dise qui de Fayoulou, de Katumbi va gagner Félix Tshisekedi. Le vote est sacré. Donc, pour vous dire qu'à ces stades, c'est incontestable que Félix Tshisekedi a été voté. La preuve, la première, c'est que la population qui a voté est calme. Il n'y a que vous, les politiques, qui veulent agiter la Alors, on va accorder on a connu les élections où, pour publier, il fallait des chars de combat, il fallait couper l'Internet, il fallait arrêter les gens, il fallait tuer les gens à des élections. Mais on a rien de tel. Donc, calmez-vous. Félix Tshisekedi vous a battu à la régulière. Monsieur Sénan Konga, justement, sur cette question. Merci beaucoup. Je vais du temps parce que je vais rapidement parler à mon ami Donald Kabasele, qui est aussi avocat. Je pourrais dire que ce sont des élucubrations farfelues. Vous avez évoqué des choses sans disposition. En droit, il y a un principe sacro-saint, actori incumbi probatio. Et en ce qui concerne les faits
il fallait coller les faits à ce que la loi dit. Vous ne pouvez pas dire que la CENI a la compétence de sanctionner sans évoquer une disposition légale. Non. Moi, je vous évoque des dispositions légales qui empêchent à la CENI de sanctionner. Je vous ai dit que dans la loi électorale, les dispositions que la CENI a évoquées, la CENI a parlé de l'article 29, 30 et 31. Faute de temps, je ne peux pas tout lire, mais si vous regardez ces dispositions, nulle part on donne à la CENI la compétence d'annuler le suffrage des députés nationaux. Même lorsque M. Donald Kabasele dit que la CENI a l'article 29, la CENI peut se saisir de toute question relevant de sa compétence et en délibérer. On n'a pas dit que la CENI sanctionne les députés nationaux que la CENI pouvait considérer comme fraudeurs. Non. Quand on parle de la délibération, la loi n'est pas précise. Sur cette question, la CENI ne peut pas évoquer ça pour dire que non, puisque je dois délibérer et je vais aller sanctionner les députés nationaux. Non. Là, il s'agit de l'excès de pouvoir. En droit public, la compétence est d'attribution. Et je vous ai donné les compétences de la CENI. C'est l'article 9 de la loi électorale. M. Donald Kabasele n'a évoqué aucune disposition. Moi, j'ai parlé des compétences qui relèvent... C'est moi qui vous ai parlé de l'article 29, 30, mais vous n'avez pas dit toutes ces dispositions-là. Et donc, pour vous dire que, même dans l'hypothèse, parce que M. Donald Kabasele soutient que la CENI peut sanctionner, même dans cette hypothèse, c'est un avocat. Il n'y a pas eu droit de la défense. La CENI va se réveiller un matin, sous base de quoi la CENI sanctionne. Non. Même dans son hypothèse, il y a le droit de la défense qui est garanti dans la Constitution. Alors, et il y a le principe aussi de la présomption d'innocence à l'article 17 de la Constitution. Toutes ces dispositions ont été balayées par la CENI. Parce que nous avons été surpris de voir un communiqué sanctionnant 80 députés directement. Non, ça ne se passe pas comme ça. Nous sommes quand même dans un état de droit. Si nous voulons aider les chefs de l'État, nous devons être vrais. Il ne faut pas chercher des raccordements frauduleux, non. Il faut être vrai et sincère. C'est comme ça que je vous dis, quelqu'un comme honorable Tingui Polo, est-ce que Tingui peut tricher vraiment à Founan? Déjà, quel est ce député? Non, mais quel est ce député qui est crédible à Founan? Ça, c'est Tingui. Et à la deuxième chose. Ça, c'est à vous de le dire. Non, on vous dit, je vais chuter ici. Je vais chuter ici. On vous dit, par exemple, que son école était choisie comme centre et tout. Non, oui, c'est évoqué par nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. La CENI savait réellement que Tingui était candidat député. La CENI savait que cette école appartenait à Tingui. La CENI, si vous regardez les écoles, généralement, ce sont les directeurs des écoles qui sont les chefs des centres. La CENI savait tout ça. Donc elle ne peut pas se plaindre. Non. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Je vous donne un cas rapidement. Oui. Ce directeur-là de l'école, vous savez bien que c'est un employé de Tingui. Peut-être à l'insu de Tingui, il peut faire des choses. Mais qui vous dit que c'est Tingui qui a dit... Je dis... Je suis en train de réfléchir votre hypothèse. Je suis en train de réfléchir cette hypothèse. Je suis en train... Je ne reconnais pas. Je ne reconnais pas. C'est une hypothèse. Alors, on va conclure rapidement. Je suis entré dans sa logique. Parce qu'il y a certains qui disent que c'est l'école de Tingui. Je vous dis que la CENI devait prendre toutes les prises. C'est ce que j'ai dit, mais je vous dis que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Alors, s'il a gagné les élections, la CENI n'a qu'à publier. Alors, ce n'est pas un tricheur. Et la CENI n'a pas non plus à qualifier Tingui de corrupteur. Il a corrompu qui? Je vais donner un élément rapidement. On est là, oui. On dit que Tingui a corrompu. Il a corrompu qui? On attendra ça. C'est un cas échéant. Il fait partie des 80 députés. Moi, je ne sais pas ce que les gens ont fait. Mais moi, je parle d'un cas précis. Tingui a compris déjà. Tingui a corrompu qui? Tingui avait des machines à voter où? Il a fraudé où? À Tori Nkumbi Probatio. La CENI doit réellement prouver que Tingui avait des machines à voter, Tingui avait corrompu telle personne. Ça, c'est un cas, on parle de cas général. Alors, moi, je ne connais pas le cas de Tingui. Je pense qu'on est au Conseil d'État où l'avocat défend son client. Non, moi, je suis en train de parler d'un cas que moi, je maîtrise. Moi, je défends un député que le Congolais a surnommé député exceptionnel.
vous qui faites les dialogues. Je suis honnête et je sais de quoi je parle. Il n'a pas fraudé. Il a été sanctionné. Mais c'est qu'il a fraudé dans certaines écoles. Vous le savez, on a attrapé ces gens en train de tricher. S'il vous plaît, on est en train de terminer. Alors, il faut rester dans la logique où nous devons aider nos téléspectateurs à comprendre les questions d'actualité justement et en tirer des leçons. On n'est pas ici sur le débat des individus. On peut les citer en cas d'exemple, pas des individus. Alors, M. Sambaï, comment sortir de cela au moment où l'on sait que lorsqu'on va publier les législatives, les contentieux électoraux vont commencer réellement? Si j'étais dans la casquette ecclésiastique, je serais prophète. Parce que tout ce qui se passe, je l'ai prédit, nous sommes au mois d'août, ici à Télésenga. Voilà ce qui va arriver avec notre classe politique. De quoi est-ce qu'elle est faite? Elle est faite de quel type d'hommes? Des hommes qui font disons, le culte de la morale politique. La morale politique qui consiste à légitimer les antivaleurs. Quand je dis souvent que la raison, quand elle est colorée, elle devient édulcorée. Donc elle entre dans la politique de plein pied parce qu'on doit respecter la vie de l'autorité morale. On est affaibli dans la capacité de bien exploiter sa rationalité. Pour sortir de cette situation, je serai dans une logique prospective et ainsi qu'une recommandation ferme que je peux faire à la CENI. La CENI doit clarifier sa communication. C'est la CENI qui est la base de tout ça. Nous avons relevé les irrégularités ici. Nous avons tiré sonnette d'alarme. La CENI a présenté, après les différents bruits que nous avions faits, en toute rationalité, elle a fini par nous présenter la liste des contraintes logistiques. Parce qu'elle savait exactement que, du point de vue logistique, ça aurait été difficile pour elle de présenter les choses. La CENI n'a pas respecté la plupart des dispositions de la loi électorale. Vous venez d'évoquer la liste des électeurs 30 jours avant, c'est l'article 8 qui le dit comme ça. Ça n'a pas été respecté. La CENI n'a pas mis les kits électoraux 48 heures avant, ça n'a pas été respecté. Il y a beaucoup de dispositions. Alors, la meilleure des choses, la CENI doit clarifier. La CENI n'a pas clarifié de façon prolixe, comme vous l'avez dit, la prise en compte seulement des 150 000 bureaux. Vous pouvez encore réécouter la publication des Kadima, n'a pas été claire là-dessus. Et aussi, la CENI invalide les suffrages des 82 candidats seulement, mais on nous a dit que la liste va suivre. C'était un communiqué réel que la liste va suivre. Nous voulions à ce que la CENI clarifie sa communication, parce que le président de la CENI, si nous ne le savons pas, c'est l'homme actuellement le plus important du pays, parce que l'avenir du pays, c'est entre ses mains. C'est lui qui va publier le président de la République, il l'a fait. C'est lui qui va offrir les députés nationaux qui vont gérer au niveau du pouvoir législatif. Donc c'est une instance la plus importante. Aussi, madame, quelque chose aussi de très important, je ne sais pas, la Cour constitutionnelle attendrait seulement que les gens présente des dossiers, recours pour contentieux électoraux pour interroger la CENI, où la Cour constitutionnelle peut se saisir elle-même pour interpeller les bureaux de la CENI quant aux violations de certaines dispositions de la loi. Ça, c'est la question fondamentale qu'on doit se poser. Parce qu'à 4 processus électoraux, il faudrait à un certain moment qu'on entende les présidents de la CENI et les bureaux être interpellés par la Cour constitutionnelle pour le non-respect de certaines dispositions de la loi électorale. La CENI pouvait, par exemple, expliquer ce qu'elle a opté comme option de changer le modèle des cartes d'électeurs, qui a été un élément aussi fondamental dans le non-respect de certaines dispositions de la loi. La Cour constitutionnelle devait nous aider en ce sens-là. Aussi, pour terminer, je dirais, j'en appellerai à tous les acteurs politiques à la rationalité. Qu'on s'ouvre à la rationalité, qu'on s'ouvre à la raison pour qu'on fasse une politique morale en ne visant pas ses propres intérêts. Quand on vise ses propres intérêts, on verse dans la corruption. On légitime les antivaleurs, les considérant comme étant des valeurs. C'est la raison pour laquelle j'ai la honte aujourd'hui pour voir des personnes qui ont atteint la sommité dans les savoirs scientifiques, professeurs d'université, être cités dans des cas de fraude électorale. Tout ça pourquoi? Parce qu'on travaille pour soi et non pour autrui. Si on ferait la politique pour autrui, on irait chercher les suffrages. Je suis voté, je suis élu pour servir la population. Mais quand on vise ses intérêts, qu'est-ce qu'on fait? Je vais corrompre parce que je vais vivre dans l'opulence. Et c'est tout ça le problème congolais.
C'est tout ça le problème congolais. Bien, je me dis, on a vraiment épuisé le temps. Non, c'est important, madame. Si c'est important, chacun de nous on ne pourrait pas accorder 2 minutes. Le temps, c'est de l'argent, Monsieur Kabassé, les gars. Merci à vous. Merci. Je rappelle que vous êtes coordonnateur des communicateurs de l'Union Sacrée, Monsieur Olivier Sambaye. Vous êtes enseignant et président justement du cercle axiologique. Grand merci également à vous. Je suis philosophe. Voilà, vous êtes philosophe. Pour justifier mon indépendance d'esprit. Monsieur Alain Bolodja, c'était un réel plaisir de partager également ce plateau avec vous. Je rappelle que vous êtes analyste indépendant, mais aussi président de votre parti politique qui est le... Lèvons-nous et bâtissons. Lèvons-nous et bâtissons. Et également Monsieur Sénat qui est cadre de la Ligue des serviteurs. Il est porte-parole de M. Ntsing Pouloulou. Vous comprenez pourquoi il a défendu bec et ongle sur ce plateau. Grand merci à vous. Grand merci à vous, membres de la téléspectateur. C'était un réel plaisir de partager ce plateau, oui, ce débat républicain. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir.